Merci, Monsieur Filleron, pour votre invitation et bonsoir à tous. Alors, l'éducation thérapeutique du patient pour les professionnels de santé en ville, en l'occurrence de la ville de Montpellier, mais au-delà de ça, puisque il y a peut-être des personnes qui sont sur l'Hérault, au-delà de Montpellier. Alors, donc, diapositive suivante. Quelle définition a-t-on de l'éducation thérapeutique? Bon, c'est tout simple, hein, c'est aider la personne à devenir acteur de sa santé. Acteur de sa santé, c'est-à-dire de développer des compétences pour prendre en charge sa maladie, mais aussi s'adapter au quotidien avec sa maladie chronique, puisque comme elle est chronique, elle est là. Donc, il y a un aspect, je dirais, de connaissance cognitive et un aspect émotionnel, d'acceptation des choses, de façon à pouvoir vivre le plus heureux possible dans cette situation. Alors, la diapositive suivante vous montre les compétences des patients qu'il va acquérir grâce à l'éducation thérapeutique faite par les soignants avec des patients partenaires, on va le voir après. C'est comprendre sa maladie, comprendre ses traitements, euh, euh, savoir les gérer aussi au quotidien, réaliser des gestes techniques, des gestes de soins euh, qui sont nécessaires dans pas mal de maladies, se connaître soi-même aussi, il y a du savoir-être, euh, connaître ses émotions, savoir les gérer, avoir confiance en soi, maîtriser son stress. Le stress est fréquent dans les maladies chroniques, la mésestime de soi aussi est fréquente, et il s'agit aussi de la renforcer, prendre des décisions au quotidien. Le patient doit effectivement faire cette démarche tous les jours et de ce fait développer des compétences pour cela, avoir confiance en lui pour cela aussi, développer aussi des buts à atteindre en termes de santé, faire des choix, et aussi s'auto-évaluer, s'auto-observer de façon à pouvoir mesurer ce qu'il faut par rapport à sa maladie et de façon à être dans les bonnes, dans les, dans les bonnes règles par rapport à sa maladie chronique. Alors, dans la diapositive suivante, j'attends qu'elle arrive. Voilà. Alors, avec qui se fait l'éducation thérapeutique? Alors, vous voyez, le patient, là, est au centre avec un cœur. Alors, pour ce qui est des professionnels de ville, il s'agit bien sûr du médecin traitant, de l'infirmière, du pharmacien, du psychologue, du kinésithérapeute. Mais il y a aussi, tout simplement, on devrait mettre le patient en fait dans la périphérie aussi, puisque étant patient actif, il devient membre actif de l'équipe qui s'occupe de lui-même et il n'est pas juste au centre passif, hein. Donc, c'est aussi une façon de représenter les choses. Alors, il y a aussi, bien sûr, le monde hospitalier et il y a les patients partenaires qui sont donc dans la diapositive suivante, qui sont des personnes qui se forment pour aider d'autres patients qui ont eux-mêmes une pathologie chronique et qui se forment de différentes façons, soit pour agir en éducation thérapeutique, soit pour enseigner auprès des étudiants en études de santé ou les professionnels de santé en formation continue, ou aussi améliorer les systèmes de soins et même faire de la recherche. Alors, dans la diapositive suivante, vous avez euh, le processus, en fait, un processus pédagogique, on dit cyclique, c'est-à-dire qu'au départ, alors, il y a deux modalités. Il y a une modalité, les fameux programmes qui sont inscrits dans la loi Hôpital Santé Territoire, qui a été donc votée en 2009 avec des arrêtés qui ont défini la réglementation sur l'éducation thérapeutique. Il y a une structuration donc cyclique où le professionnel va évaluer les besoins du patient lorsqu'on appelle un bilan d'éducation partagée ou diagnostic éducatif, évaluer les besoins, laisser un temps d'expression au patient et de façon à convenir avec lui d'objectifs d'apprentissage ou d'adaptation. Ces objectifs d'apprentissage ou d'adaptation vont générer des activités éducatives, soit en individuel, soit en collectif, soit les deux. Et au bout d'un certain temps, puisque c'est un programme, c'est étalé dans le temps, on fait un point avec le patient pour voir ce qu'il a acquis et ses nouveaux besoins. Et ça peut recommencer comme ça plusieurs fois dans la vie, puisque on a toujours des choses à apprendre ou renforcer par rapport à sa maladie chronique. Et puis, il y a des innovations technologiques, des nouveaux traitements qui fait qu'on a toujours besoin d'apprendre du nouveau. Et puis, puisqu'on se cible les professionnels de santé en ville que vous êtes, il y a aussi les activités éducatives hors programme qui sont ciblées, qui sont en dehors de toute structuration, qui peuvent être uniques ou plurielles, et qui correspondent en fait à ce que vous faites déjà dans le soin,
quand vous prenez des moments pour apprendre aux patients différentes choses par rapport à leur maladie, des gestes à bien prendre ou une discussion par rapport au savoir-être. La seule chose, c'est que le soignant en ville donc a tout intérêt à prendre conscience qu'il va transférer des compétences et prévenir aussi le patient de façon à ce qu'il soit en vigilance et il apprendra mieux ainsi plutôt que de façon implicite. Alors, dans la diapositive suivante, on traite de la collaboration justement avec les professionnels de santé, qu'ils soient médecins, paramédicaux, en ville. Alors, comment agir là-dedans? Soit en expliquant d'abord que l'éducation thérapeutique du patient existe, car la plupart des personnes ne le savent pas. Le grand public ne connaît pas du tout. Les patients, très très peu. Les professionnels, quand même un peu mieux, mais pas complètement. Et cette possibilité de devenir actif et autonome dans sa maladie est quand même une bonne nouvelle. Et de ce fait, il faut en parler aux patients. Et quand vous savez, quand on propose un programme à un patient, dans la moitié des cas, il ne souhaite pas suivre le programme parce que ce n'est pas le moment pour lui, parce qu'il pense qu'il sait, parce qu'il n'a pas envie de se retrouver avec d'autres patients, etc. La meilleure personne qui peut convaincre, c'est le médecin traitant ou l'infirmière de ville ou le kiné ou le pharmacien qui va rassurer le patient en disant oui, oui, si, c'est vraiment, ça peut être positif pour vous. Alors, on peut aussi participer soi-même à de l'éducation thérapeutique en évaluant les besoins du patient, en délivrant des activités éducatives, en accompagnant vers des programmes qui existent déjà, donc déjà d'orienter le patient et de lui indiquer comment il peut trouver tel ou tel programme par rapport à sa maladie, on va le voir après, ou bien en collaborant soi-même à des activités éducatives, soit dans un programme, à ce moment-là, c'est souvent des maisons de santé pluriprofessionnelles, et soit de façon hors programme, donc intégrée dans le soin. Alors, diapositive suivante. Diapositive, voilà. Ça, on passe parce qu'on l'a déjà dit. Ah, voilà. Alors, où trouver ces programmes d'éducation thérapeutique? Alors, au CHU de Montpellier, en l'occurrence, il y a 70 programmes qui sont disponibles. Vous avez toutes les maladies qui sont répertoriées, hein, du cardiovasculaire à l'endocrinologie, en passant par la psychiatrie, la pédiatrie, la gérontologie, dans les différents sites que vous connaissez. Il y a 70 donc, programmes en ETP. Et il y a aussi, alors on va vous montrer tout à l'heure avec Nathalie Doria, puisqu'on fait cette présentation à deux voix, on va vous montrer donc comment faire en pratique. Et puis, dans la diapositive suivante, vous verrez qu'il est aussi possible, en dehors du CHU, d'avoir des programmes dans des cliniques de la métropole. Il y en a à peu près une petite quinzaine. Il y a aussi, dans la diapositive suivante, quand elle apparaîtra, voilà. Il y a aussi les villes à côté, Sète, Palavas. Palavas, c'est pour les enfants. Il y a pas mal de programmes aussi. Il y a l'Institut de cancer du Montpellier, bien sûr, et Anne Stomner va en parler juste après avec son équipe. Et puis, il y a des programmes en ville, comme ceux tenus par l'association Dream, et l'équipe aussi de cette association va en parler juste après. Alors, dans la diapositive suivante, je pense que c'est Nathalie Doria qui va prendre la suite. Alors, pour orienter le patient, donc il y a plusieurs possibilités. Déjà, c'est bien que le patient puisse aussi échanger avec le médecin spécialiste qui peut l'orienter déjà aussi vers un programme qui sera adapté à sa pathologie. Après, il y a d'autres possibilités. Il y a la possibilité, en tapant dans un moteur de recherche, éducation thérapeutique du CHU de Montpellier, accessible pour n'importe quelle personne donc de son ordinateur chez soi, d'accéder au site ETP qu'on a créé donc sur le site du CHU où il y a différentes rubriques avec des informations qui vont lui permettre de savoir ce que c'est que l'ETP. C'est un petit peu les différents pavés que vous voyez à droite, donc après la flèche numéro 2, et aussi, surtout, les programmes ETP au CHU. C'est-à-dire qu'en cliquant sur l'ETP, les programmes au CHU, ils vont pouvoir accéder au petit livret qu'on voit donc en dessous, qui va être un menu déroulant de tous les programmes existants où le patient pourra voir en fin de compte, en fonction de la pathologie qu'il a, quel type de programme peut lui correspondre et il aura pour chaque programme est identifié le lieu, ce qui est fait et les personnes à contacter. Sinon, il y a une autre possibilité que l'on va voir donc sur la diapositive suivante.
C'est l'ARS qui maintient un site qui s'appelle monetp.fr et par région, par département, on va pouvoir retrouver à travers un moteur de recherche, comme vous le voyez sur l'écran, en mettant ou par la maladie ou en ciblant le département, on va pouvoir retrouver s'il y a des programmes existants dans cette zone géographique et ça permettra aussi aux patients de trouver un programme qui lui correspond. Et là, ça va englober donc un peu plus large, bien entendu, public, privé, etc. Donc, il y aura tous les programmes recensés par l'ARS. Au niveau des modalités, donc pour cela, le patient va prendre rendez-vous par téléphone ou par mail, en sachant bien entendu que c'est un acte gratuit, qu'il n'y aura aucun frais pour le patient, et que pour les médecins donc de ville ou les spécialistes, vous recevrez bien entendu un courrier avec un résumé de tout ce qui aura pu être fait au niveau de l'éducation thérapeutique pour ce patient et savoir si ces objectifs qui ont été déterminés au début, s'ils ont été atteints ou non. Et d'ailleurs, le patient aura une lettre qui lui sera remise aussi directement, que l'équipe infirmière ou kiné pourra aussi visualiser avec l'accord, bien entendu, du patient. On va passer donc sur l'autre diapositive qui vous montre donc comment se former quand on est aussi en médecin en ville, kiné en ville ou infirmière en ville ou autre. Eh ben, il y a plusieurs possibilités pour se former à l'éducation thérapeutique. La première, c'est en s'inscrivant donc sur une formation qui est faite au niveau de notre institution, du CHU. C'est une formation donc de 2 jours, 3 fois de suite. Ou alors, il y a aussi la possibilité de passer par d'autres organismes de formation qu'on vous a nommés donc dans ce diaporama par Alessandra Pellecia, mais qui va tout faire en visio, ou alors par Sud Management ou Apart, qui vous permettra d'avoir ces formations aussi en présentiel. Après, il y a d'autres formations existantes qu'on a mis en plus petit, mais celles-là sont déjà réservées, je dirais, pour des personnes qui sont formées à l'ETP et qui disposent d'un programme et qui seront complémentaires, si vous voulez, pour affiner différentes choses dans leur programme au niveau des pratiques en ETP. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, pour faire connaître l'ETP autour de soi, au niveau de vos cabinets divers et variés, vous le souhaitez, bah, de mettre des flyers ou des affiches. Et notamment, vous voyez là des affiches qu'on avait utilisées pour une campagne de communication. Vous avez peut-être pu voir aussi sur les affichages numériques dans la ville de Montpellier en début d'année. Ça, ces affiches-là, si vous les souhaitez, on peut vous les transmettre. Il suffit de nous le demander. Et le patient, par exemple, s'il scanne le QR code, il va pouvoir accéder directement à la page qu'on vous a montrée tout à l'heure avec l'accès sur les différents programmes et l'explication de ce que c'est que le TP. Sur ce lien aussi, ils pourront avoir accès juste un petit peu, juste à la diapo d'avant, j'accélère, j'ai vu Ah. le temps, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, donc il y a un teaser aussi qui est intéressant avec le témoignage d'une patiente partenaire qui est vraiment très riche. Et pour conclure, vous pouvez mettre la diapositive sur la conclusion. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que le TP, c'est quand même quelque chose de fabuleux, qu'il ne faut pas oublier que ça permet de maintenir et de développer encore plus l'autonomie pour le patient pour le continuer à vivre avec sa pathologie au quotidien et surtout en collaboration avec tous les soignants, qu'on soit en milieu hospitalier, clinique et surtout avec les libéraux aussi en ville. Et pour cela, il est important que tout le monde sache vraiment ce que c'est que le TP parce qu'elle n'est pas toujours bien connue, que ce soit des professionnels de santé, des acteurs sociaux, des patients et du grand public. Et pour une information, on conclura là-dessus, il y a quand même 5000 programmes qui existent actuellement en France sur l'éducation thérapeutique. Alors effectivement, il y a quelques programmes d'éducation thérapeutique dans le pôle d'endocrinologie, notamment diabète et sur le poids. Diabète, c'est un programme qui s'appelle Bien vivre avec son diabète et Mieux vivre et équilibrer mon poids. Ce sont des programmes qui sont anciens, qui datent de 2012, puisque tous les programmes en fait ont été créés à partir de 2011, puisque la réglementation a commencé à ce moment-là, et qui assurent donc une éducation pour de nombreux patients au niveau du poids et du surpoids. On est à 200, 300, 400 personnes suivies chaque année et le diabète également un peu moins, mais c'est aussi un grand nombre de personnes. Celle de diabète de type 1 et diabète de type 2, ces éducations peuvent se faire soit en externe, c'est-à-dire en consultation, en individuel ou en collectif, parfois en hospitalisation, où la personne, bah, à l'occasion d'une hospitalisation, reçoit cette éducation, comme on dit, cela, du fait d'une opportunité éducative, c'est-à-dire il est là, il est devant moi, il est prêt à cela, eh bien, on en profite pour parler donc de sa pathologie. Les, les ateliers sont liés à la connaissance de la maladie, au traitement. Alors, les traitements, vous savez, dans le diabète ont beaucoup évolué. Il y a les pompes maintenant, il y a
les boucles fermées. Donc, il y a des programmes d'éducation thérapeutique il y a des personnes qui ne savent pas parfaitement, par exemple, gérer leur diabète, mais qui reprennent un programme, un cycle éducatif pour apprendre la boucle fermée, car c'est un système qui est complètement différent. Il faut réapprendre vraiment à la base. Voilà, alors ici, vous avez les différents ateliers qui existent. Bon, alors, vous voyez sur l'alimentation, glucides, diabète, le sommeil, santé, c'est très important. Et l'activité physique qui est fondamentale, puisque on a des preuves d'efficacité de l'activité physique dans toutes les maladies, en termes d'effets, on dit salutogéniques, c'est-à-dire qui favorisent la santé, que ce soit dans les maladies physiques et même psychiques. Ça va jusqu'à l'Alzheimer. Et donc, bon, bien sûr, a fortiori, toutes les maladies métaboliques, le diabète en premier, et bien sûr le surpoids. Donc là, il y a vraiment des activités physiques adaptées avec une personne, d'ailleurs gérées par des patients partenaires et des associations de patients qui viennent et qui apprennent la marche nordique aux patients qui parfois n'ont plus d'activité en sédentarité. Ça les aide beaucoup à reprendre confiance en eux et à faire cela à plusieurs. Alors, dans la diapositive suivante, on a le programme sur mieux équilibrer son poids. Alors là aussi, c'est tout petit, donc je n'arrive pas à lire. Il faudrait que vous avanciez la diapo. Mais bon, vous avez aussi des ateliers équivalents. Alors, on a aussi dans ce programme-là, bon, bien sûr, tout ce qui est diététique, l'activité physique, évidemment, bon, le sommeil aussi. Manger en pleine conscience, c'est une particularité chère à Antoine Avignon, qui développe beaucoup les activités d'intervention non médicamenteuse comme la méditation, car on sait que maintenant, juste de dire à une personne, faut moins manger ou manger ceci, cela, bon, ça marche pas tellement en fait. Et d'augmenter la métacognition, d'augmenter la perception du corps par cette introspection qu'est la méditation ou d'autres techniques équivalentes, c'est extrêmement efficace. Donc là, il y a un atelier vraiment pour apprendre ça et puis permettre à la personne de développer ça par la suite. L'activité physique, absolument évidente. Et puis, il y a un autre programme qu'on ne présente peut-être pas là, c'est un programme aussi sur la chirurgie bariatrique, la préparation à la chirurgie bariatrique, car vous savez que c'est une solution pour les grandes obésités extrêmement utile. Et surtout, il faut aussi qu'il y ait une éducation, parce que sinon, la personne récidive malgré la chirurgie bariatrique. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit, enfin tout dit. J'ai dit quelques éléments sur ces programmes. Ce sont juste des exemples, mais comme vous voyez, tous les programmes ont leurs spécificités. Certains ateliers sont faits en collectif et parfois en mixte en distanciel et en présentiel. Alors, il y a des ateliers en distanciel qui permettent aux patients qui habitent loin de suivre ces ateliers, et parfois même des ateliers qui sont en même temps présentiels et en distanciel. Donc, il y a des personnes, on voit, c'est projeté sur le mur, et puis il y a des personnes en présentiel, et puis on discute tous ensemble. Donc, c'est aussi une nouvelle façon de faire, surtout depuis le Covid, hein. La visio, quand même, aide beaucoup à des programmes, surtout des personnes qui habitent loin ou qui ne peuvent pas se déplacer, tout simplement. Merci Xavier, merci Monsieur Filleron pour l'invitation. Donc moi je suis Adrien Durand, je suis médecin généraliste formé en éducation thérapeutique et donc je coordonne depuis 2 ans le programme d'éducation thérapeutique Solidarité et Diabète. Et donc je suis avec mes collègues Samuel Levallois qui est psychologue clinicien et Jonathan Dumazer, enseignant en activité physique adaptée, pour vous montrer l'exemple de ce qui peut se faire en éducation thérapeutique. Donc là, on est dans un programme qui est très particulier puisque la majorité des programmes sont effectivement en intra-hospitalier, comme le disait Xavier, mais ça se développe également en ville, dans des structures différentes, comme par exemple une association. On peut passer à la diapositive suivante. Pourquoi avoir fait un programme d'éducation thérapeutique en dehors de l'hôpital, en ville, dans un quartier comme la Mosson, qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville, parce que justement, il y a une population qui est en situation de précarité, qui est davantage touchée par les maladies chroniques, et notamment par l'obésité, par le diabète, et qui est en plus éloignée du système de soins. À partir de ce constat, l'association du coup a décidé de passer à l'action en décidant de créer des programmes d'éducation thérapeutique directement auprès de la population. Dans une démarche d'aller vers, il y a eu d'abord le programme Solidarité Diabète à partir de 2012,
un programme d'éducation à la santé qu'on va également vous présenter sur l'alimentation et l'activité physique, et puis un programme sur le poids et l'obésité qui existe depuis maintenant 2 ans. Diapositive suivante. L'intérêt de ces programmes dans les quartiers, proches des gens, c'est que ça se passe à la Maison pour tous pour nous Léo Lagrange, qui est au Hall de la Paillade, donc au milieu du quartier. C'est quand même accessible de l'extérieur. On a aussi des participants qui viennent d'autres quartiers. Et le fait d'être dans une structure comme une Maison pour tous permet aussi de créer du lien social, du lien avec d'autres associations, d'autres activités. On peut passer à la diapositive suivante. Notre association, elle porte donc 2 programmes d'éducation thérapeutique, un qui s'appelle Solidarité Diabète, qui se déroule tous les jeudis de 14h à 16h hors vacances scolaires, et un programme qui s'appelle Solidarité Poids et Santé, les mardis de 14h à 16h. À chaque fois, une thématique, un professionnel compétent. L'intérêt de notre équipe, c'est qu'on est en pluridisciplinarité et que par rapport à chaque professionnel individuel, évidemment, on apporte des solutions collectives. Là, c'est une petite affiche sur le début du programme de cet automne, mais on va le revoir après. Vous pouvez passer, c'est pas grave, à la diapositive suivante. Un développement, ça marche, ça intéresse d'avoir ces programmes dans le quartier auprès des gens et notre association a été sollicitée par des habitants du quartier Cévennes et le programme Solidarité Poids et Santé se duplique depuis cette année dans le quartier des Cévennes à la Maison pour tous Paul et Émilie Victor les mardis de 14h à 16h avec un autre groupe, donc un programme particulier aussi pour ce groupe-là. On peut passer à la diapositive suivante. On va détailler juste un petit peu après donc, les ateliers, les thématiques qu'on peut développer avec Solidarité Diabète et Solidarité Poids et Santé, mais d'abord une petite présentation d'une proposition originale qui est faite dans le quartier. Je laisse Jonathan Dumazer nous en parler. Merci Adrien. Du coup, oui, on a une proposition originale sur un programme maintenant qui a 2 ans. C'est pas un programme d'éducation thérapeutique, mais c'est un programme d'éducation à la santé où on va allier l'activité physique adaptée et l'alimentation. Des séances qui sont régulières tous les jeudis matins avec une évaluation en début d'année physique sur leur capacité physique et après une mise en place des activités physiques adaptées, ludiques sur toute l'année. Où les gens en fait ont pour objectif réellement de se retrouver déjà, le côté sociabilisation, le côté plaisir de bouger et pour amener petit à petit et progressivement les gens à proposer aussi des choses en termes d'autonomie dans leur vie de tous les jours et pour compléter des ateliers cuisine où là, avec une diététicienne, du coup, on va aborder la cuisine de différentes manières, notamment sur la cuisine à petit budget, à petit prix, avec une cuisine aussi qui peut être une cuisine végétarienne. Donc vraiment, de mettre vraiment de l'originalité et se caler au maximum aux attentes des participants et dans ce quartier prioritaire de la ville, comme le disait Adrien. Voilà, diapositive suivante. Merci, Jonathan. Une petite diapo pour vous montrer qu'est-ce que c'est une équipe d'éducation thérapeutique. Donc là, c'est notre équipe de l'association DREAM. L'intérêt, c'est d'être à plusieurs, d'être en équipe et d'avoir différentes professions. Donc là, vous voyez par exemple dans notre équipe Michel Fassier, qui est infirmière sur le quartier Mousson, Catherine Corbeau, qui a créé les programmes, qui est médecin de santé publique. Il y a ma petite photo, celle de Jonathan, celle de Samuel, Myriam Redavez, qui est psychologue également. On a une pédicure podologue qui intervient, des diététiciens. Un autre collègue médecin généraliste du quartier, Mme Couder qui est sophrologue. L'intérêt, c'est que chacun va pouvoir apporter des compétences précises sur une thématique sur laquelle il est un expert et sur laquelle il va pouvoir apporter des bénéfices aux personnes qui participent. Diapositive suivante. Évidemment, une équipe d'éducation thérapeutique, comme le disait Xavier, c'est également des personnes qui vivent avec la maladie. Et du coup, dans notre association, on a la chance de pouvoir collaborer avec 2 personnes qui sont des patients partenaires, qui sont eux aussi formés à l'éducation thérapeutique et qui apportent au groupe et aux échanges leur savoir expérientiel, leur vécu avec la maladie. Marie-Antoinette Furneaux et Roland Mohamed, qui est également secrétaire départemental de l'Association française du diabète 34. Diapositive suivante. On a la chance également à l'association DREAM d'être
en lien avec les spécialistes, avec le service d'endocrinologie du professeur Antoine Avignon et du professeur Ariane Sultan, et de pouvoir du coup collaborer ainsi pour avoir les expertises de professionnels qui interviennent à l'hôpital et qui vont faire bénéficier dans les quartiers de leur savoir et de leurs apports. Vous voyez également qu'il y a un médecin du sommeil qui intervient, une chirurgienne dentiste, une diététicienne et une orthoptiste qui vont intervenir également. Diapositive suivante. Cette diapositive pour vous présenter des thèmes que nous pouvons aborder dans les ateliers de solidarité diabète. Vous avez vu tout à l'heure une petite affiche avec les thématiques du moment. Bon, évidemment, dans l'éducation thérapeutique du diabète, on va pouvoir aborder des thèmes autour de la connaissance de la maladie, comment ça fonctionne le diabète, qu'est-ce que je dois faire comme suivi quand je vis avec le diabète, quelles sont les complications qui existent avec son diabète. Apprendre à gérer aussi la façon de traiter, de vivre avec le diabète, l'alimentation, l'activité physique, savoir gérer les hypoglycémies, les hyperglycémies, notamment quand on a un traitement avec de l'insuline. Savoir gérer aussi le passage, la nouvelle étape qui est l'instauration d'un traitement à l'insuline. Savoir soigner ses pieds, connaître ses traitements. On voit aussi qu'on fait des ateliers sur le vécu de la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec un diabète? Gérer son stress, ses émotions, des ateliers sur le sommeil, et puis, vous le voyez aussi, savoir comment préparer ma consultation. Préparer le ramadan, c'est une thématique qui est très importante dans ce quartier de la motion, et avec le diabète, le jeûne n'est pas anodin évidemment avec le diabète. Savoir cuisiner en santé, préparer un voyage, communiquer, les droits sociaux, c'est une thématique qui est importante aussi pour avoir accès aux soins, savoir où trouver du soin, comment demander les prestations auxquelles on peut avoir droit. Toutes ces thématiques, elles sont nombreuses. À chaque fois, un professionnel qui est compétent dans le domaine va intervenir, mais il faut qu'il y ait du lien aussi, et donc il y a des personnes qui assurent la coordination. Donc, dans le cadre de Solidarité Diabète, c'est ma collègue Michel Fassier et moi-même qui sommes les fils rouges avec le groupe de participants à chacun des ateliers. Dans le programme Solidarité pour la santé, mon collègue Samuel Levallois qui fait le fil rouge avec Marie-Antoinette Furneaux pour permettre d'avoir un repère aux participants et qu'ils puissent retrouver les mêmes personnes au fur et à mesure des ateliers et pas avoir un intervenant à chaque fois différent sans aucun repère. Et un aspect qui est extrêmement important également dans l'éducation thérapeutique. Donc nous proposons des ateliers de groupe et cet esprit de groupe, cette animation qu'il y a entre les personnes, cette émulation, ces échanges sont extrêmement importants et c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver dans notre relation de soins en tant que professionnel de santé en libéral avec notre patient. En tout cas, moi, en tant que médecin libéral avec mes patients au cabinet, je ne peux pas avoir cet aspect-là du groupe et de l'échange avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, j'oriente bien entendu mes patients vers les programmes parce que nous leur apportons autre chose que ce que nous pouvons apporter comme conseil, comme éducation auprès du patient en individuel. Oui, bonsoir. Déjà, je peux peut-être repréciser la porte d'entrée. On va avoir l'occasion dans les diapositives suivantes de voir comment nous contacter et comment inscrire vos patients dans cette démarche. Mais voilà, rappelez que la porte d'entrée d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, c'est ce qu'on appelle le BEP, le bilan éducatif partagé, qui est une première étape de ce processus éducatif, qui est déjà important, parce que c'est déjà une variation dans le vécu et dans le rapport à la maladie. C'est une prise de contact avec l'équipe et c'est aussi une prise de contact de l'équipe avec le patient. Donc c'est un entretien qui va être réalisé au début de chaque programme pour chaque personne qui va suivre ce programme, qui va nous permettre de connaître le patient, d'identifier ses besoins, ses attentes et puis la réceptivité à la proposition de l'ETP. En gros, on va explorer les dimensions biomédicales, quel est son état de santé, la dimension psycho-affective, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle ressent, la dimension socio-professionnelle, que fait-elle, comment vit-elle, une dimension évidemment cognitive, que sait-elle, qu'est-ce qu'elle croit, et une dimension de ses projets, de ses priorités, quels sont voilà, donc ses projets, quelles sont ses priorités. Et ensuite, voilà, comme le disait très bien Adrien, on va vraiment réintégrer ce collectif et on va vraiment
les programmes sont construits pour qu'il y ait de l'entraide, pour qu'il y ait aussi voilà, cette vision de ne pas se sentir seul, de voir on partage des difficultés et aussi des potentialités communes. Et on va essayer de faire vraiment vivre ça tout au long du programme, disons, quel que soit le nombre de participations aux ateliers et c'est aussi ce qu'on va essayer de faire en faisant du lien entre les différentes thématiques voilà. L'idée, c'est d'encourager une variation de comportement pour que chaque nouveau comportement ou chaque nouvelle compétence ou chaque nouveau thème évoqué durant un atelier soit une opportunité, une chance voilà, de sélectionner, de choisir une autre manière de faire, de répondre différemment, par exemple, à ses émotions, de pas répondre, par exemple, différemment à certaines conséquences biologiques immédiates ou à certaines conséquences symboliques ou à un certain nombre de facteurs restreints de l'environnement. C'est pour ça que dans les thématiques, vous pouvez voir que voilà, on va travailler les émotions, on va travailler le poids et la culture, on va travailler aussi comment faire ses courses. On va essayer de faire du lien entre tout ça. Donc les thématiques sont assez variées. Les, les ateliers, voilà, il faut imaginer que il y a toujours un accueil, donc soit avec Marie, soit avec moi. Le groupe se retrouve, on s'installe dans une pièce, ou dans une cuisine, ou dans un lieu qui nous est familier. On retrouve des personnes. On peut faire le point aussi sur ce qui a été dit dans les précédents ateliers, faire le point sur ce qui a été facile, difficile. Enfin, il y a vraiment un vécu partagé et c'est important. Cette dimension-là, le respect, la bienveillance, tous ces aspects-là soutiennent vraiment les thématiques et les compétences qui vont être transmises. Donc, pour revenir un peu sur les ateliers qui ressemblent beaucoup à ceux qui ressemblent beaucoup à ceux qui ont déjà été évoqués, voilà, avec la dimension un peu supplémentaire de la sophrologie, on fait un peu plus, on axe beaucoup aussi sur le fait de voilà, cuisiner, l'alimentation et le petit budget. On essaye mais ça rejoint donc de proposer aux patients qu'ils échangent entre eux et qu'on leur donne aussi des pistes pour trouver des ressources alimentaires, des ressources associatives. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'élargir et de favoriser au fur et à mesure du programme, un peu comme favoriser la rétention de nouvelles manières de faire, de s'engager et d'essayer de renforcer ces comportements-là et de voir en quoi c'est facile, en quoi c'est difficile. Voilà. Et donc, on encourage beaucoup les dimensions. Des dimensions, on fait beaucoup d'exercices entre nous, c'est vraiment expérientiel. On essaye de faire en sorte que dans chaque atelier, on vive une expérience, on fasse un petit retour là-dessus et puis on emporte quelque chose qu'on va essayer de continuer à faire. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire à la fin du programme quand on fait le bilan ensemble. Voilà, c'est comment je vais continuer et voilà, vraiment d'encourager ça et voilà, de faire en sorte que ça se poursuive. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en pratique, voilà, vous pouvez orienter vos patients en parlant, en nous demandant des flyers. On peut vous communiquer régulièrement les programmes. Ça permet à vous aussi, soignants, ne serait-ce que par les thématiques, un peu comme le disait Adrien, peut-être d'aborder des sujets qui ne seraient pas faciles à aborder voilà, spontanément en consultation, mais voilà, en s'appuyant sur le programme, d'aller discuter de thématiques voilà, pas évidentes à aborder comme ça de but en blanc, et de proposer plus de temps, plus d'espace avec ces ateliers de 2 heures chaque semaine, animés par des professionnels de santé, voilà, comme le disait Adrien, spécialisés dans chaque domaine. Diapositive suivante, s'il vous plaît. De Ah, c'est rajouter bon. Oui. comment on oriente et puis qui est-ce qu'on oriente.
toutes les personnes qui vivent avec une maladie chronique ont intérêt à pouvoir bénéficier d'un processus éducatif, d'une intégration dans un programme d'éducation thérapeutique. Et ça fait partie des soins que nous, soignants, on est censé effectivement pouvoir proposer à nos patients. C'est recommandé par l'AHS, c'est recommandé par l'OMS et à tous les stades de la maladie, c'est-à-dire depuis le moment du diagnostic où effectivement on comprend très facilement qu'il y a un besoin de connaissances, de savoir, et puis d'échanges aussi, de pouvoir parler du fait de qu'est-ce que ça représente. On vient de me diagnostiquer une maladie chronique, c'est un changement qui est brutal, qui est violent pour la personne qui le reçoit, et de pouvoir sentir du soutien avec d'autres personnes, avec des professionnels, de pouvoir avoir du temps pour ça, pour pouvoir digérer cette annonce et pour pouvoir l'accepter, c'est évidemment quelque chose d'important. Donc le diagnostic, c'est un moment important pour pouvoir orienter des patients vers un programme de TP, mais tout autre moment de la maladie peut être un moment important, tout autre moment dans la vie qui peut être un moment de bouleversement, va aussi être un moyen d'entrer dans un programme d'éducation thérapeutique. Je parlais tout à l'heure, par exemple, dans le diabète, d'un moment qui est souvent un petit peu compliqué à gérer, un moment charnière, qui est le passage à l'introduction d'un traitement avec de l'insuline. C'est un moment, par exemple, pour pouvoir bénéficier d'un nouveau cycle éducatif. Peut-être pour compléter aussi la présentation des programmes et puis spécifiquement de nos programmes, c'est aussi une manière au-delà d'être focalisé sur la maladie et sur ses difficultés, sur ses aspects, c'est aussi de voir que dans tous nos programmes, y compris l'activité physique adaptée, en fait, on propose et on encourage des éléments qui favorisent une bonne santé, quel que soit finalement notre problème. Et que du coup, des fois, dans certains ateliers, c'est des fois le commentaire qu'on peut avoir de certains patients, dire bah voilà, on n'a pas parlé d'alimentation, on n'a pas parlé de la maladie, bah oui, mais on a parlé de choses qui vont avoir un impact positif de manière globale sur la maladie ou sur la pathologie et sur la santé. Donc par exemple aujourd'hui, bah, il y avait un atelier sur les 4 piliers de la santé. On a parlé d'abord sommeil, on a d'abord parlé gestion du stress et des émotions, on a d'abord parlé activité physique et puis au final on parle alimentation. Voilà, on essaye d'ouvrir l'approche autour de la maladie. Donc, comment s'orienter? Eh bien, en nous contactant par téléphone directement ou en nous envoyant un texto avec les coordonnées du patient et puis nous le recontacterons et soit s'il est disponible, soit dans un temps ultérieur, ben voilà, on organisera ce moment du bulletin, du BEP pour voilà, avoir le temps de faire ce bilan et ensuite voilà, de pouvoir communiquer aux autres professionnels en toute confidentialité certains éléments pour voilà, bien prendre en charge le patient dans ce programme. Donc voilà, vous pouvez donc nous contacter au numéro qui se retrouve. Donc là, vous retrouvez les programmes. Alors, vous retrouvez sur la gauche le programme des Cévennes qui a démarré cette semaine avec un nouveau groupe qui va se poursuivre jusque fin décembre. Vous avez à côté le programme Solidarité Poids et Santé qui va lui aussi reprendre en octobre, sachant que la rentrée s'est faite sur un programme conjoint avec le diabète et l'obésité sur le même programme. Sur cette diapo-là, donc, on voit les ateliers du programme Solidarité Diabète. À gauche, donc, ils sont communs Solidarité Diabète et Solidarité Poids pour ce début d'année. Les 4 piliers de la santé, comme on a parlé Samuel. Vivre avec mes émotions, qui sera animé par Myriam Redabès, qui est psychologue. Tout savoir sur les sucres et sur les graisses. Et puis, vous voyez à droite, alors, un programme qui est très centré sur la connaissance, les connaissances de la maladie et l'auto-soin. En fait, nos programmes, ils évoluent en fonction des besoins des participants et des demandes qui nous sont exprimées. Donc là, il y a eu, en fin d'année dernière, une demande importante et un besoin exprimé de pouvoir refaire des ateliers beaucoup plus centrés sur la maladie, l'auto-soin et les connaissances. Et il y aura des ateliers un petit peu plus tard, l'année prochaine, sur des compétences psychosociales. On fait évoluer le programme au fur et à mesure en fonction des besoins des personnes. Et puis quand on rencontre une personne et qu'on se rend compte que les besoins ne sont pas forcément ceux qui sont proposés en ce moment, on lui dit, ne vous inquiétez pas, on va reprogrammer encore des ateliers, on programmera des choses qui seront pertinentes pour vous et on vous recontactera à ce moment-là.
La dernière diapositive, donc ce sont les deux affiches du programme alimentation et activité physique dont on a parlé tout à l'heure. L'éducation thérapeutique des patients est évidemment basée sur l'evidence-based medicine. Donc forcément, on s'appuie sur l'expertise clinique, sur l'état de la littérature dans le domaine ciblé. On s'appuie également, bien évidemment, sur les besoins réels des patients, la plus-value que ces programmes peuvent leur apporter. Donc, tout ceci construit pour véritablement répondre aux besoins des patients. Mais on va le voir, Gaël en parlera très certainement, l'on associe aussi les aidants et aujourd'hui, donc, les aidants sont également associés à cette démarche. Et le tout, c'est également une valeur qui nous est chère. Ces programmes doivent aussi permettre une accessibilité à tous, une égalité donc d'accès sans conditions sociales, sans sujet d'éloignement géographique, etc. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont chères à l'ICM. Alors, nous avons résumé les facteurs clés de réussite pour ces programmes d'éducation thérapeutique, donc autour de 4 axes. Premièrement, je l'ai déjà évoqué, il s'agit donc d'une démarche qui véritablement associe les usagers. Et donc, ces programmes, ces pratiques collaboratives peuvent s'exprimer de différentes façons. Hans Stockner les déclinera tout à l'heure, mais cela peut être donc des vidéos, des documents, d'informations, la mise en place d'ateliers. Bref, une collaboration étroite avec l'ensemble des professionnels de santé engagés dans leur accompagnement. Ces programmes ou ces actions éducatives, elles doivent être véritablement intégrées au parcours de soins et de vie du patient. Dès lors que l'on s'interroge sur la création d'un parcours de soins, forcément, il y a des patients et des usagers qui sont associés et sur chaque thématique, chaque finalement process, l'on s'interroge sur la pertinence, l'intérêt de créer un programme ou de créer simplement des actions éducatives sur des temps clés du parcours pour leur permettre de mieux appréhender de ce parcours, d'être davantage acteurs des soins prodigués. Donc ça, c'est une deuxième grande étape. Ce qui est important également pour nous, c'est que finalement, cette démarche pour les professionnels de soins soit une démarche culturelle. C'est-à-dire que dans leur quotidien, ça soit vraiment une démarche de soins. Donc, ça doit être intellectuellement, philosophiquement, une façon d'appréhender le soin, une façon de communiquer, de prendre en soin un patient, qu'il soit vraiment intégré et associé à cette démarche-là. Et pour cela signifie aussi que l'on développe des actions de formation. Nos collègues du CHU l'ont mentionné. Donc, à l'ICM, il y a aussi une école du cancer qui propose cette formation aux 40 heures, formation qui est destinée aux professionnels en interne, mais aussi en externe, donc ouverte véritablement aux libéraux, ce qui permet donc de nombreux échanges. Et pour nos professionnels en interne, ce que je vous disais, c'est que donc on acculture le maximum de professionnels à ces pratiques et à cette façon, nouvelle façon de réaliser le soin. Et dernier axe, c'est l'axe de la recherche, parce que donc tout programme, toute action
doit être évalué. Donc, notre idée, notre philosophie, c'est que l'on soit dans cette dynamique d'évaluation constante en intégrant là aussi des patients partenaires à cette démarche. Alors également, l'ETP s'inscrit bien évidemment dans notre projet établissement. Donc nous sommes en train de finaliser notre nouveau projet d'établissement 2023-2027 qui va donc être communiqué dans les prochains jours. Ce dernier donc fait la place bien évidemment à l'éducation thérapeutique. Et dans ce projet d'établissement, il y aura notamment un projet des usagers qui abordera ces sujets, ces aspects. Et donc, ce projet d'établissement a été bien évidemment aussi travaillé avec des patients partenaires, des usagers, pour justement valoriser le travail qui a été fait, l'amplifier, le développer. Et donc, au-delà de ces enjeux de gouvernance et donc de stratégie d'établissement, il y a donc des mises en œuvre, bien évidemment, très opérationnelles et notamment, je vous le disais, au travers des pratiques collaboratives avec les usagers, la création notamment d'outils dédiés à cette pratique. Donc, je vais laisser la main à Anne qui va poursuivre la présentation. Merci beaucoup. Et non, on va revenir la fois d'avant, pardon. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Voilà. Pour soutenir les programmes, mais aussi aider tous les professionnels en ville ou à l'hôpital, l'équipe au niveau de l'ICM a travaillé aussi avec les patients pour proposer des outils qui aident au cours du parcours. Et vous avez ici un exemple de lien que vous pourrez avoir parce que vous aurez le PowerPoint disponible, de vidéos qui ont été labellisées au niveau national et qui expliquent tout ce qui concerne la nutrition artificielle. Et ce qui fait que ce sont des outils dont on se sert au cours des programmes d'éducation thérapeutique, mais aussi que l'on donne aux patients et que vous pouvez avoir en accès libre, qui permettent à la personne de revenir et de mieux comprendre un moyen de support aux connaissances. Suivante. Nous mettons aussi à disposition plusieurs outils informatiques toujours en support d'action éducative que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de l'ICM dans la rubrique éducation thérapeutique, que ce soit, là vous avez un exemple sur les irrigations vaginales qui sont des choses techniques et parfois tabous, difficiles à expliquer. Et donc, à la demande des patients, tous ces outils ont été créés avec eux et en se basant sur l'evidence-based medicine. De même que pour la chimiothérapie au quotidien, on a maintenant vraiment les traitements du cancer, dans certains cas, tendent à des traitements de maladies chroniques sur des années. Et donc, il y a aussi un apprentissage de la gestion des traitements, comme on a pu le voir dans le diabète, et donc des guides qui sont des supports éducatifs pour accompagner la personne et avoir des objets de réassurance à domicile où elle peut trouver en 2 clins d'œil les réponses à ces questions. Suivante.
Donc, au niveau de l'Institut du cancer de Montpellier, nous avons 5 programmes qui, par le passé, ont été autorisés par l'ARS, qui sont des parcours totalement intégrés au parcours de soins et de vie des patients. Un qui concerne les femmes ayant un cancer du col de l'utérus, un qui concerne les hommes qui ont un cancer de la prostate, un pour les personnes ayant un cancer ORL, un qui aborde tous les sujets de la nutrition artificielle et un pour l'accompagnement et la réduction des risques aux consommations de produits et l'accompagnement des addictions. Suivante. Comme le disait Monsieur Guillemot, si vous le souhaitez, nous mettons également une formation en 40 heures, donc qui est en 2 séquences avec un module entre les 2 séquences. On commence par 3 jours et puis un module de travail participatif intégré à la pratique quotidienne, puis suivi d'un module de 2 jours. Avec cette richesse d'une mixité de personnes venant de la ville et de personnes venant de l'ICM, ce qui favorise les liens, les ponts, les échanges. Et pour toute information complémentaire, vous pouvez scanner le QR code et vous aurez toutes les informations concernant la formation. Suivante. Nous avons également, et nous mettons à votre disposition, si cela vous intéresse, des articles de recherche, c'est-à-dire que, on l'a dit à plusieurs reprises, le TP est vraiment une méthode, un paradigme fabuleux qui apporte un plus indéniable dans la prise en soin. Encore faut-il aussi le démontrer et voir quels sont les evidence-based efficacité des procédures que l'on pourrait essayer. Et donc, au niveau de l'ICM, chaque fois que l'on crée des modules éducatifs particulièrement innovants, comme par exemple la prise en charge l'aide à la prise en charge des douleurs ostéo-articulaires avec hormonothérapie par du yoga, eh bien, nous l'intégrons à un protocole de recherche. Et là, il s'agit d'un essai randomisé. Donc, plusieurs articles sont entièrement à votre disposition sur simple demande. Vous pouvez trouver toutes les informations à ce sujet. Et je vais passer maintenant la parole à, oui, ça peut être la suivante, à Gaëlle Barré qui va vous montrer une illustration d'un parcours de rétablissement qu'on appelle Novassin. Bonsoir. Donc l'idée, oui, c'était de faire un petit focus sur un exemple de parcours à l'ICM dans lequel la démarche éducative est intégralement intégrée au parcours. Alors, le parcours Novassin, il a une petite particularité, c'est que c'est un parcours de rétablissement. Il s'adresse à toutes les patientes de notre centre qui ont été suivies pour un cancer du sein non métastatique. Vous allez voilà, comprendre à quel moment du parcours on intervient. Donc, les patientes, elles ont donc des traitements qu'on appelle aigus ou des traitements actifs dans le cadre de leur cancer du sein, qui peut être de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, ou tout ça, toutes ces séquences-là, les unes après les autres. Et puis, arrive le moment de la fin des traitements actifs et elles entrent ce qu'on appelle dans la phase de rétablissement. La plupart du temps, en tous les cas pour 80 d'entre elles, ça s'accompagne par le démarrage d'un autre traitement qu'on appelle l'hormonothérapie et qu'elles vont prendre au minimum pour 5 ans. Et cette phase de rétablissement, elle est empreinte d'une grande fragilité et toutes les patientes témoignaient jusqu'ici que pour elles, c'était un grand saut dans le vide, que d'abord les passages fréquents à l'hôpital s'arrêtaient. De fait, les espaces pour poser des questions, pour venir un peu déposer leurs inquiétudes n'existaient plus et que donc il manquait quelque chose, il fallait que l'accompagnement se poursuive. Et c'est à partir
des témoignages et d'entretiens semi-dirigés qu'on a fait avec bon nombre de patientes, qu'on a construit ce parcours de rétablissement Novassin. Donc je crois que si voilà, cette phase de rétablissement donc arrive après les traitements actifs. On peut passer à la page d'après. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe pour ces patientes? Eh bien, ça commence par, une consultation initiale qui a un temps long, hem, qui est fait soit par, moi et ma collègue Laure Valli qui vient de me rejoindre sur ce parcours, soit par un médecin des soins de support et on va prendre, 1 heure avec la patiente pour vraiment, repartir sur, le vécu du parcours de soins, pour faire un bilan assez exhaustif des séquelles, qu'elles, en tirent encore, de reprendre éventuellement les effets secondaires de l'hormonothérapie. Et puis, voilà, d'évaluer avec elles, de coévaluer avec elles leurs besoins. On est déjà dans la démarche éducative d'évaluation du bilan éducatif partagé au départ et à partir de cette, consultation, on va construire avec la patiente un parcours qui est hyper personnalisé et tout à fait adapté à ses objectifs personnels, et puis aux besoins, et aux problématiques qu'elle rencontre. Donc à l'issue de cette consultation, la prise en charge, elle est, soit, extrêmement simple, c'est-à-dire que, elles ont, nos coordonnées et elles peuvent nous recontacter si des besoins apparaissent. Elles peuvent intégrer un accompagnement éducatif plus poussé à travers d'ateliers collectifs, qu'on leur propose. Elles peuvent aussi avoir une prise en charge pluriprofessionnelle sur le plateau des soins de support et bénéficier d'un bilan, par exemple avec un enseignant en activité physique ou avec une diététicienne. Elles peuvent aussi à nouveau rencontrer un psychologue, avoir un entretien avec une assistante sociale s'il y a des problématiques autour de la reprise du travail. On peut aussi, et on travaille beaucoup, ça va faire le lien avec une des présentations, avec l'équipe du CHU qui s'occupe de l'obésité. Donc on a un certain nombre de patientes qui ont des problèmes de surpoids et qu'on va réorienter, vers nos partenaires, du CHU. Et puis, accolé à cette prise en charge personnalisée, il y a aussi un suivi, qui va avec et donc on a, auprès des patientes qui demandent le plus d'accompagnement, des suivis au minimum trimestriels, par l'IPA et au cours desquels on refait, des bilans éducatifs, avec la patiente. Ce parcours de rétablissement, c'est vraiment une transition entre le parcours de soins et le parcours de santé. On accompagne les patientes à reprendre une vie, alors elle sera jamais comme la vie d'avant, mais en tous les cas, on insiste beaucoup sur, les questions, de recommandations en santé, de reprise d'une activité physique, régulière, de la reprise du travail et cetera. Donc on a vous l'avez vu, on a des temps éducatifs qui vraiment, ponctuent, tout ce parcours. La consultation, de santé globale ou la consultation initiale est vraiment un temps, important. Il y a des suivis réguliers qui intègrent, des BEP et on a aussi un bilan éducatif partagé quand les patientes viennent faire une journée de consultation pluriprofessionnelle sur le plateau. Aujourd'hui, on a 5 ateliers collectifs, qui sont proposés autour de l'hormonothérapie, les effets secondaires, comment je la gère et comment je le comprends, pourquoi je la prends, surtout. Un atelier sur les recommandations, en santé, un atelier plus spécifique sur l'équilibre alimentaire, un autre qui aide les patientes à se construire des objectifs en activité physique et à tenir la motivation sur le long terme et puis un dernier atelier qu'on a appelé «Dire l'après» et qui est un atelier vraiment d'échange autour du vécu de la maladie, comment je l'ai traversée et surtout comment je traverse cette phase de rétablissement. À ces 5 ateliers, on associe des ateliers de groupe qui sont centrés sur des interventions non médicamenteuses. Donc Anne parlait du yoga, postural qui fait par ailleurs, l'objet d'une étude clinique. On a aussi des ateliers de musicothérapie, d'art-thérapie et d'escrime santé.
Et puis autour de tout ça, on a créé des outils, j'allais dire, assez pratico-pratiques pour aider à l'orientation des patientes. On a tout bêtement un calendrier des sessions des ateliers pour que les patientes, souvent qui ont repris le boulot, puissent venir s'inscrire en fonction de leur disponibilité. On a créé en interne des plages de programmation pour que les secrétariats puissent inscrire aussi les patientes facilement. Et puis on a un flyer de présentation de tous les ateliers qui nous permet, à nous, quand on présente, l'offre éducative aux patientes, de pouvoir avoir un petit support. En quelques mots, aujourd'hui, donc le programme, il est opérationnel depuis avril 2022. Au 1er semestre 2023, on avait inclus 180 patientes dans le parcours et on premier bilan, d'étape, il y a environ, 20 d'entre elles qui bénéficient d'un atelier collectif, d'au moins un atelier collectif, sachant que, un certain nombre d'entre elles, suivent plusieurs ateliers. Du coup, les temps éducatifs, si on prend le minimum qui serait, la consultation initiale et puis les suivis, c'est à peu près 2 heures et demie. Et si les patientes, viennent à faire l'ensemble des ateliers et des temps, collectifs, on peut arriver jusqu'à 25 heures, d'accompagnement éducatif. Voilà, dans les grandes lignes, le parcours Novassin. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, Lucie, j'exerce la profession. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille auprès d'adolescents qui ont des troubles du comportement et des troubles de la personnalité. Et ma vie était très bien. Et en 2014, on m'a annoncé une sclérose en plaques. Et là, je dois dire que mon monde intérieur s'est effondré. Et j'ai commencé à me mettre dans un isolement, c'est-à-dire que je voulais voir personne, ne parler à personne, ne rencontrer aucune association. Et j'étais à l'époque suivie par un neurologue, certes compétent, mais moi, je voudrais insister aussi sur le fait de la relation, en fait. C'est aussi une rencontre de personne à personne et pas que de soignant à patient. Et du coup, dans ce lien-là, moi, il y a quelque chose qui ne passait pas et je suis allée voir un autre neurologue. Et cet autre neurologue, la relation est passée différemment, une écoute qui me semblait aussi différente. Et c'est lui qui m'a dit, mais écoutez, je vous vois dans un état émotionnel assez chargé. En fait, j'étais en grande peine, tout simplement. Et il m'a proposé de faire de l'éducation thérapeutique, c'était à Guy-de-Chauliac, avec une infirmière formée à l'ETP et en individuel. J'ai encore le souvenir, donc, vous voyez, il y a plusieurs années maintenant, j'ai encore le souvenir de cela parce que ça a été une rencontre merveilleuse pour moi. Ces séances privilégiées où j'ai une personne vraiment qui m'est dédiée, si je puis dire. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que elle ne m'a pas vue que comme une patiente. Et ça, vraiment, c'est important. Elle m'a aussi vue, enfin, je suis une personne dans ma globalité. Et elle a aussi appuyé sur mes ressources. Quelles sont mes ressources, mes potentialités, en fait. Et on ne parlait pas que de la maladie, bien sûr, elle y était avec des explications concrètes, mais il y avait un échange qui était aussi spontané, il y avait des rires parfois, enfin, voilà, j'en ai un merveilleux souvenir. Et de là, sur la dernière séance, elle m'a informé qu'il existait le DU-PPS, Partenariat Patient-Soignant. Et je me suis empressée de m'inscrire à ce DU qui, lui aussi, a été une merveilleuse aventure encore. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien voilà, ça a été fabuleux et ça montre d'un état d'enfermement, en fait, dans lequel j'étais, à cette ouverture. Et ça, c'est passé aussi par cette rencontre avec cette infirmière. Et puis de là, après, avec l'UTEP, j'ai participé moi-même à des ateliers qu'il faisait. Et ça aussi, c'était parce que quel que soit le média que nous pouvons utiliser, la méditation, enfin, qu'importe le média, c'est la rencontre aussi, la rencontre avec les autres quand on est prêt, bien sûr. Et il y a ce partage dans nos difficultés que nous pouvons avoir, mais il y a aussi, pareil, ces rires.
il y a des moments où on se marre bien dans ces ateliers. Voilà, et tout ça, c'est précieux. Et à côté de cela, évidemment, j'ai aussi entamé toute une démarche générale. C'est-à-dire que j'ai associé la médecine traditionnelle, donc avec traitement médicamenteux, et j'ai fait appel aussi aux médecines alternatives, donc me concernant naturopathie, sophrologie, hypnose, voilà, qui ont été elles aussi des aides précieuses. Et puis, chemin faisant, ben, je suis moi-même après intervenue pour animer. Après le DU PPS, j'ai continué avec le DU de l'ETP. Enfin, vous voyez, j'étais dans un mouvement, un élan vivant, quoi. Et c'est ça qu'on peut reconnecter grâce à l'ETP. C'est vrai que c'est méconnu parce que des fois, je rencontre des personnes qui ont voilà, aussi des difficultés. Quand je leur parle de l'ETP, ils ne savent pas que ça existe. Donc, c'est vrai que là, au niveau de la communication, il y a un beau travail à mener, j'imagine. Et puis voilà, ça a continué avec le DU-ETP. Et puis, la vie venant vous gifler, mais aussi venant vous caresser, eh bien, j'ai pu intervenir, parce que je suis aussi sophrologue, j'ai pu intervenir moi-même après en animant des ateliers avec l'UTEP et aussi à Guy de Chauliac. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que tout est vivant et que c'est important aussi d'incarner les mots. On parle beaucoup de bienveillance et voilà, je crois qu'on a aussi la responsabilité d'être dans la sincérité quand on s'engage comme ça auprès d'autres et auprès de soi.